Bonjour à tous. Moi, c'est bon là? Après 1 heure et demie de conférence? Ok. Donc, je m'appelle Charlie Pécoste. Je suis chercheur à l'ICAM de Toulouse sur la thématique de l'intelligence artificielle. Non pas pour la développer, mais plutôt pour étudier ses usages au travail, comprendre ses effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, et puis outiller les entreprises et la société pour pouvoir un petit peu piloter des projets de conception et d'intégration autour de l'IA. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des enjeux éthiques autour de l'IA générative. Et puis ensuite, David Rodriguez, mon collègue qui est doctorant en sociologie, aussi parlera d'une initiative qu'il a menée à l'ICAM. Euh, Première chose importante, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Le but de cette présentation, c'est pas de vous dire ça c'est mal, ça c'est bien. Le but, c'est pas de vous dire faites ci, faites ça. Le but, c'est que vous puissiez avoir les outils, méthodologies, les connaissances aussi pour pouvoir prendre vos décisions de façon éclairée. Parce que lorsqu'on parle d'éthique, il ne s'agit pas de morale à proprement parler, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, il s'agit de mettre en œuvre une réflexion qui va mettre en jeu effectivement des valeurs morales afin de pouvoir donner un sens à nos actions et à nos décisions. Et donc, c'est ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui avec cette présentation. Je n'ai pas mené de recherche sur l'éthique de l'IA générative, donc je me suis appuyé sur une référence sur le Comité national pilote d'éthique du numérique qui a produit un rapport autour de l'IA générative. Et donc, il y a trois axes de questionnement principaux. Un premier axe qui est plutôt à l'échelle individuelle et collective, un autre axe au niveau juridique, et le troisième, très important pour moi aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, au niveau écologique. Donc, premier axe, il va y avoir quelques redondances. J'ai remarqué par rapport aux présentations précédentes, on passera assez rapidement dessus, histoire de ne pas vous assommer en tapant 2 fois sur la tête du clou. Donc, premier exemple d'hallucination, on en a parlé précédemment. Il s'agit de faire dire à l'intelligence artificielle des choses qui sont erronées. Et là, en fait, on arrive via une chaîne de prompts. Rabi en a bien parlé du fait que c'était plus efficace pour aboutir à des choses qui sont, à des résultats qui sont intéressants et performants. Malgré tout, il y a un biais qui peut survenir avec les chaînes de prompt où on peut pousser l'intelligence artificielle à faire des corrélations qui sont complètement erronées entre plusieurs tokens. Les tokens, c'est des éléments de texte. Et là, typiquement, on arrive à faire dire à, à Lambda que bah, Yuri Gagarin est allé sur la Lune. Parce que au début, il nous dit effectivement, Yuri Gagarin n'est pas allé sur la Lune. On lui dit, mais à quoi ça sert d'aller dans l'espace si on ne va pas sur la Lune? Donc, Lambda nous dit, bah, c'est intéressant d'aller dans l'espace pour étudier, puis aussi pour amener des objets qui viennent de l'espace. Ok, très bien. Il dit, bah, du coup, qu'est-ce que Yuri Gagarin a collecté? Il dit, bah, il a aussi ramené des échantillons de roches lunaires qu'il a récupérés sur la Lune. Donc, on voit que très facilement, euh, l'IA peut être amenée à avoir des hallucinations. Et ça, c'est aussi dû à une chose qui est très importante, qui a été évoquée précédemment. L'IA, en fait, n'a d'intelligence que son nom. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle manipule des zéros, des 1, elle fait des probabilités, mais il n'y a aucune sémantique dans ce qu'elle dit. Ça n'a aucun sens. Oh, ah, c'est par là. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. D'ailleurs, vous verrez souvent que dans les systèmes, les concepteurs se protègent et ils disent, ben, on ne s'engage pas à ce que ce qui est mentionné est vrai. À chaque fois, il y a des préconisations qui sont faites dans le rapport. Je passerai assez rapidement dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais là, ils disent de parler de sources de qualité pour l'apprentissage et puis de tenir compte des effets des choix des hyperparamètres dans les modèles, ce qui a été évoqué un peu plus tôt. Deuxième problème, la manipulation de l'utilisateur, qui peut être consciente ou inconsciente. Le concepteur n'a pas forcément la volonté de manipuler l'utilisateur. Premier facteur qui amène à ça, c'est le biais de confiance. Vous savez, c'est le fait que bah, vous avez un système et vous allez le suivre aveuglément parce que après tout, il sait mieux que moi. Et puis peut-être qu'aussi, j'ai pas le temps de préparer et puis j'ai peut-être la flemme aussi. Et donc c'est ce qui fait que bah, vous allez chez mamie et vous passez dans les champs alors qu'en fait, bah, c'est pas des routes quoi. C'est pas des routes qui sont exploitables pour vous. Voilà, il y a plusieurs autres facteurs. Le langage naturel, par rapport à ce qu'on avait l'habitude, notamment les articles scientifiques, mais pas que, même des articles euh, de médias traditionnels. Et là, il y a une chaleur dans le texte
qui peut vous pousser à adopter les informations de façon privilégiée. Et ça renvoie à ce qui a été dit précédemment. L'IA, elle n'est pas faite pour vous dire des choses qui sont vraies, elle est faite pour vous dire des choses qui vous plaisent. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Troisième point, hop là, par là. Le manque de transparence sur les approximations, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça s'améliore. Ben, elle ne disait pas qu'elle ne savait pas, elle inventait. Et parfois, même si on lui demandait si ce qu'elle disait, l'IA, si c'était vrai ou pas, des fois, elle disait bah non, c'est vrai. Des fois, elle disait c'est vrai dans le monde que nous nous sommes créés ensemble. Donc, des fois, elle était un peu plus transparente, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi les cercles vicieux d'apprentissage qui ont été évoqués, la censure, qui est souvent légitime, hein, notamment si on ne veut pas tomber sur du contenu pédopornographique, hein, au pif, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc la censure, elle est importante dans ce type de système, mais c'est quand même finalement un biais. Et c'est quand même quelque chose que les concepteurs intègrent dans le système. Donc vous allez avoir accès à des informations qu'on vous donne. Vous n'avez pas accès à tout. Et puis il y a aussi des méthodes d'incitation, hein, vraiment de manipulation qui peuvent être utilisées, dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, ce serait un petit peu complexe. Préconisation, évaluer les biais connus des modèles à base de jeux d'essais standardisés et puis mutualiser des pratiques d'utilisation de SIA générative. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est important, ces préconisations. Vous aurez plus de détails dans le rapport parce que si demain vous êtes concepteur ou vous voulez utiliser un système, vous pourrez vous appuyer là-dessus. Troisième point, vous avez tous vu cette image hein, passer? C'est cool, hein, le pape avec une doudoune. Bon, c'est évidemment une image qui a été créée par IA générative et elle pose de suite un problème. Le problème de l'authenticité, est-ce que c'est une image qui est authentique, donc qui a été capturée par un humain, ou est-ce que c'est de l'IA générative? Et donc, il y a évidemment un enjeu qui est la désinformation, même si là, on pouvait se douter très vite que le pape, il se balade pas en doudoune avec des Yeezy et il fait... Voilà. Une autre question, la question de la responsabilité du contenu. Si demain, eh bien, on donne, je ne sais pas, la ligne éditoriale d'un journal à un système à base d'IA, et qui produit des articles, et il commence à avoir des dérives, des choses qui sont fausses, et puis des dérives comme on a pu voir. Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a décidé d'utiliser l'IA? Est-ce que c'est le système à base d'IA? Est-ce que c'est les données? Est-ce que c'est... Bon, il y a tout un jeu de responsabilité qui est à définir. Et évidemment, vous le connaissez bien, celui-là, on vous le rabâche assez souvent. Dans le contexte d'éducation, c'est évidemment très important de savoir si, eh bien, ce qui a été produit, ça a été fait par l'élève ou par un système à base d'IA. On reviendra dessus après. Préconisation, intégrer des filigranes, même si on voit que c'est quand même un peu limité comme préconisation. Si on veut une image, une belle image, on n'a pas forcément envie d'avoir un filigrane dessus. Et puis, des obligations réglementaires sur la transparence quand le contenu est produit par un système à base d'IA. Autre enjeu, est-ce que vous connaissez ce film? Il y en a qui l'ont vu? Ouais. C'est Her. Her, c'est avec Joaquin Phoenix. C'est un très bon film où en fait Joaquin Phoenix va se mettre à interagir avec un système à base d'IA qui a une forme d'intelligence générale, une conscience qui n'existe pas. C'est de la science-fiction. On l'a pas dit. Je le pose ici, ça n'existe pas. Euh, il va tomber amoureux de ce système à base d'IA qui est joué par Scarlett Johansson. Euh, Et donc, ça pose un autre problème éthique, c'est la projection de qualité humaine sur le système à base d'IA. Donc, avec une illusion de connaissance, euh, l'IA n'a pas de connaissance, encore une fois, hein. Elle traduit des connaissances, elle traduit des, euh, des informations, mais elle connaît rien, en fait, hein. Des émotions. Une fois, elle peut donner l'illusion d'avoir des émotions. Ça renvoie à ce qu'on appelait aussi le test du Turing. Le test du Turing, c'est le fait d'être capable de distinguer une IA d'un être humain. Et des fois, on donne l'illusion, on fait croire, enfin, on entraîne le système pour qu'il soit capable de simuler une émotion, mais en fait, il n'en a pas. Et puis, donc, de qualité morale. Là, on parlait de science-fiction, mais il y a aussi des cas réels, hein. Là, bon, j'ai mis cette image pour parler des deadbots. Je ne sais pas si vous connaissez les deadbots. C'est quelque chose qui existe, hein. Alors, j'ai pris la capture d'écran la semaine dernière, ici plutôt. Voilà. Donc, là, il y a une application qui est gratuite qui s'appelle Hereafter. Et en fait, c'est une application qui vous permet de rentrer des données sur une personne défunte pour pouvoir ensuite parler avec cette personne via un système de chatbot, comme vous feriez avec ChatGPT. Euh,
voilà, pour vous donner cette illusion de continuer à parler avec elle, même après la mort. Donc effectivement, je vois que ça fait parler un petit peu, évidemment, hein, ça nous bouscule un petit peu dans nos habitudes et ça pose plein de problèmes d'addiction, de rapport aussi au deuil. Il peut y avoir des vrais enjeux pathologiques à ce niveau-là. Après, encore une fois, comme je vous disais, le but, c'est pas de vous dire c'est bien ou c'est mal. Ce qui est important, c'est que vous ayez conscience que quand vous faites ça, vous parlez pas avec la personne, vous parlez avec un système à base d'IA. Ça vous paraît évident comme ça. Mais quand on est dans une fragilité ou dans une pathologie, ça l'est beaucoup moins. Après, voilà, pour certaines personnes, d'autres cultures, ça pourrait paraître absurde de mettre quelqu'un dans une boîte, le mettre dans un trou et d'aller lui parler tous les jours, toutes les semaines et tous les ans pour lui dire, bon, ben voilà, aujourd'hui j'ai vécu ça. Il y a une forme d'absurdité aussi là-dedans. Bon, tout ça pour vous dire que dans l'éthique, il y a aussi des codes, des valeurs, et tout ça, ça doit se mettre en action. Mais ce qui est important, in fine, c'est les conséquences que ça peut avoir aussi. Donc, les préconisations, mécanismes de contrôle et de filtrage spécifiques et des sensibilisations à l'anthropomorphisation. Les comportements émergents, en fait, les comportements émergents, c'est des choses qui émergent, qui n'apparaissent pas dans les petits large language, oui, dans les petits LLM, mais qui apparaissent à grande échelle. Typiquement, c'est ce qu'on voyait au début de ChatGPT, où on arrivait à faire dire très facilement que une vache pondait des œufs. Bon, ça paraît absurde, mais encore une fois, ça ne rend pas compte. Bon, là, c'est mignon, une vache qui pond des œufs. Mais si on parle au début, d'ailleurs, de ChatGPT, quand on commençait une histoire par, eh bien, il y a une personne arabe qui marche dans les rues de Paris, eh bien, très souvent, ça finissait par, eh bien, la personne, elle racontait une histoire, elle posait une bombe quelque part. C'était pas quelque chose qui était anticipé forcément par les concepteurs, mais c'était quelque chose qui émergeait à grande échelle. Donc ça pose plusieurs questions, hein. C'est comment on entraîne les modèles. Et puis, ça pose aussi la question de la base de données. Ça revient à quelque chose qui n'est pas forcément très apparent ici. L'IA n'est pas neutre. Elle porte les valeurs et elle porte les choses qui sont dans la base de données. Et nos bases de données sont profondément discriminatoires. Toutes. Souvent centrées sur, on va en reparler après, sur des valeurs occidentales, sur l'homme aussi. Voilà. Et donc tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si demain, vous voulez entraîner un système à base d'IA sur une base de données, il faut avoir ça en tête. Hop. D'ailleurs, ici, ça rejoint un petit peu. L'autre enjeu éthique, c'est le multilinguisme et la dominance d'une langue. Si je prends l'exemple de Bloom, euh, alors j'ai pas marqué l'année, c'est une erreur de ma part, mais en tout cas, à un certain moment, ça doit être entre 2022 et 2024, je ne me souviens plus, il y avait 46 langues qui composaient son corpus. C'est bien, il y a 46 langues, on se dit, il y a une belle représentation, plein de cultures, mais sur ces 46 langues, il y a 30% qui étaient d'anglais. Bon, c'est quand même un peu problématique. Et puis, on peut se douter que sur ces 30% d'anglais, il y a quand même une bonne portion qui vient des États-Unis. Ça, j'ai pas le chiffre. Et c'est profondément problématique parce que c'est pas qu'une langue. Une langue, c'est pas qu'un outil. Elle porte la vision du monde, une culture. Souvent aussi, c'est rattaché à des documents, à du contenu qui donne aussi une vision, encore une fois, du monde, une vision politique, une vision culturelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, au Canada, il y a une lutte encore actuelle pour défendre la culture québécoise, la langue et tout ce qui s'y rattache. Parce qu'il ne s'agit pas que d'une langue. Et ça a une vraie influence sur notre vie de tous les jours, notamment lorsqu'on parle de technologies comme ça, qui sont des technologies d'information et de communication. Je passe là-dessus pour laisser un peu de temps aussi à mon collègue. Éducation et conséquences sur l'apprentissage. Donc là, on va parler de vous un petit peu. On va pas trop vous faire la morale, vous inquiétez pas. Premier point, évidemment, ça a été évoqué. L'intégrité et l'honnêteté. Donc évidemment, hein, ça renvoie au fait de est-ce que quand j'évalue moi un devoir qui m'a été rendu, est-ce que j'évalue vraiment la personne ou est-ce que j'évalue le système? C'est assez problématique parce qu'à la fin, c'est pas le système qu'on va valider, c'est la personne. Bon, très honnêtement, je vais parler de façon très individuelle, je ne parle pas pour mes collègues. Pour moi, ça, c'est presque secondaire par rapport à ce qu'il y a après. Il peut y avoir des enjeux aussi derrière ça, de justice. C'est quand même injuste si celui qui a utilisé un système, il a une meilleure note que celui qui a travaillé à fond. Mais pour moi, la finalité de l'école, c'est pas forcément que vous ayez une bonne note ou que vous ayez le diplôme, même si, bien sûr, c'est ce qu'on retient à la fin. La finalité, c'est quand même l'apprentissage.
il y a des vraies problématiques d'apprentissage lorsqu'on utilise un système à base d'IA. Ça a été évoqué déjà, mais ça renvoie aussi en psychologie cognitive à ce qu'on appelle un modèle, un vieux modèle qui date de 1972 s'appelle mince, la théorie du traitement profond de l'information de Craig et Lockhart. Et en fait, qui dit que plus on traite en profondeur l'information, meilleure sera la rétention en mémoire. Ça en va aussi à la procéduralisation des connaissances. Plus je mets en œuvre des connaissances, plus ça sortent du savoir pour arriver au savoir-faire. Et le savoir-faire est bien plus ancré en connaissances. C'est pour ça qu'on dit le vélo, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas parce que je l'ai procéduralisé. Et lorsque on utilise ChatGPT, même pour faire une soutenance orale derrière qu'on aura appris par cœur, on n'aura pas le même traitement de l'information. Et puis le troisième point, c'est l'influence sur l'apprentissage. Ça renvoie à ce que je vous disais avant. ChatGPT aussi, ben, je dis ChatGPT à chaque fois par abus de langage. Les systèmes à base d'IA générative portent une vision du monde. Donc si vous acceptez de vous éduquer avec ça, vous acceptez de subir cette vision du monde. Et je dis bien subir. Dernier point qui a été évoqué sur ce niveau-là, c'est le libre accès. Alors, on peut supposer que c'est quand même quelque chose de très chouette. Ça l'est, globalement. Le fait d'avoir justement accès à des systèmes de façon assez ouverte. Mais il y a des risques de mésusage chez des personnes qui seraient peu informées. Et puis, il y a aussi des risques écologiques. C'est quand même un coût important d'utiliser ces systèmes-là. On va y revenir après. L'axe 2, je passerai assez rapidement dessus parce que, honnêtement, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas juriste. Mais c'est pour que vous ayez quand même ces éléments en tête. L'Europe a travaillé, a voté l'année dernière l'IA Act. L'IA Act qui vise à placer différents niveaux de risque liés au système à base d'IA et de voir quelles mesures sont associées à ces niveaux de risque. Et donc tout en bas, vous avez en gros pas de risque, minimum de risque, ça va être vous avez dans FIFA. Bon, si votre goal il est un peu nul, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Donc pas de contrôle. Et tout en haut, ça va être le crédit social chinois qui va évaluer les citoyens et vous donner accès à des droits fondamentaux en fonction de votre score. Bon, la difficulté avec l'IA générative, c'est qu'on ne sait pas où la placer. Parce que, eh bien, si par exemple, je m'en sers je sais pas moi, faire un devoir à l'ICAM, c'est pas très grave. C'est quand même relativement peu grave. Par contre, si c'est un médecin qui va faire des recherches pour faire une opération, bon, là, il y a quand même des enjeux qui sont différents. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose à questionner, non pas sur le système, mais sur son application. La RGPD, avec trois grands axes. Le premier, la collecte et l'utilisation des données personnelles, que ce soit sur Internet, mais aussi quand vous interagissez avec le système. Les données confidentielles, c'est pour ça que nous, à l'ICAM, par exemple, lorsqu'on fait de la recherche, on n'a pas le droit d'utiliser les systèmes. On peut avoir droit sur des tâches très périphériques, mais de mettre certaines données dans le système. Et puis le droit à l'oubli, comme le système a appris, comment on fait pour faire en sorte que si demain je veux supprimer toutes mes données d'Internet, comment je fais pour que ce soit le cas? Bon, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Le droit d'auteur, voilà, avec l'utilisation des données pour entraîner le modèle, je passe assez vite, hein. La création d'œuvres par l'IA, et puis le référencement des sources qui est toujours assez compliqué lorsque l'IA génère une œuvre, mais que ce soit textuelle ou image, sur la base de centaines et de centaines d'inspirations. Et puis voilà, la question de la responsabilité, qui est responsable s'il y a un accident, par exemple, ou même dans une industrie, voilà. Est-ce que c'est l'utilisateur, le concepteur, les données, etc., etc. Je veux un peu de temps aussi pour l'écologie. Je ne sais pas combien j'en suis, mais je vais aller assez vite. Écologie, autre axe très important dont on parle très très peu. On a l'impression que c'est peu coûteux, l'IA. On a notre page internet là sur notre petit téléphone. Mais en fait, il y a quand même trois gros impacts. Le premier, évidemment, c'est les matières premières. Voilà, pour que ce soit pour les serveurs, pour les cartes graphiques, pour les processeurs, pour tout ça, pour tous les éléments de réseau, pour le matériel que vous allez utiliser. C'est tout un cycle hein, qu'il faut prendre en compte. L'énergie, évidemment, à la fois pour entraîner les modèles, mais ensuite pour fonctionner. Et puis l'eau, parce que on s'en rend pas forcément compte, ça on n'y pense pas, on pense souvent à l'énergie. Mais ces data centers, il faut les refroidir parce qu'ils travaillent à blinde. Et donc, ils sont immergés dans des quantités astronomiques d'eau pour pouvoir refroidir finalement tout ce beau petit matériel. Et là, on voit, il y a des auteurs, Yang Islam et Ren, qui ont travaillé là en 2023, ils ont publié ça pour évoquer la quantité d'eau nécessaire pour faire fonctionner tout ce beau petit système. Et on voit qu'il y a globalement deux gros pôles de consommation. Le premier, c'est l'énergie, donc parce que les centrales nucléaires, ça consomme énormément d'eau.
Et puis donc, les serveurs. Ils ont estimé que d'ici 2027, pour que les systèmes à base d'IA fonctionnent, il faudrait 6 milliards de mètres cubes d'eau de prélevés pour pouvoir fonctionner à l'échelle mondiale tous ces systèmes. Ça correspond à 6 fois le prélèvement du Danemark. Voilà. Et donc ça, c'est nouveau. Hop là. Je me suis perdu. Non, c'est bon. Autre point, voilà, c'est pour vous donner des exemples. J'ai pas forcément de données quantifiées sur les serveurs, mais je trouvais que ça, c'était parlant. Pour un ordinateur de 2 kilos, il faut 800 kilos de ressources pour produire l'ordinateur. Donc ça vous donne une petite échelle. Imaginez à l'échelle des serveurs, à l'échelle de tout ça. Vous pourrez retrouver tout ça, hein. Vous avez les sources en bas. C'est l'ADEME qui produit beaucoup de ressources là-dessus. Les émissions de gaz à effet de serre, on voit que en 2022, on était à 3 à 4%. On estime que d'ici fin 2025, on va arriver à 8% des gaz à effet de serre dus au numérique. Donc, pour y voir clair entre le numérique et l'IA, c'est pas encore très simple. C'est pour ça que pour l'instant, on se centre sur le numérique. Et on voit que dans la consommation, les data centers consomment beaucoup, le réseau aussi. C'est pas seulement l'usage finalement des équipements. On voit d'ailleurs que c'est pas la plus grande portion. Et donc ça, c'est des choses qui sont un peu invisibles et je trouve ça intéressant de les avoir en tête. On pense souvent au fait d'optimiser. On se dit, bah, la solution à tout ça, c'est de faire de la recherche pour améliorer nos outils, pour améliorer voilà, tout ce processus. En fait, si on se contentait de ça, entre 2010 et 2015, voilà comment notre consommation aurait baissé. Alors, il n'y a pas l'échelle, je suis désolé, c'est une erreur de ma part, mais on voit quand même donc, un petit peu la relativité de la chose. Euh, on aurait énormément baissé, mais en fait, il y a ce qu'on appelle un effet rebond. Donc là, c'est la diminution entre le passage entre la 3G et la 4G. Avec l'effet rebond et l'augmentation de notre mobilisation des ressources, finalement, il y a eu une augmentation de 61%. Donc en fait, ça ne suffit pas d'essayer de produire plus vert ou d'essayer de concevoir différemment les choses. Il faut remettre en question tout le système. En tout cas, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. Donc ils ont fait des préconisations, hein. Donc développer une métrique de l'empreinte environnementale de l'IA, parce qu'actuellement, c'est quand même un peu flou. Et évidemment, tous les fournisseurs ne donnent pas leurs données si facilement. Et puis exiger plus de transparence de la part des concepteurs. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis David va conclure avec une charte qu'il a pu créer à l'ICAM avec des étudiants. Peut-être certains sont parmi vous d'ailleurs. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis David Rodriguez. On m'a présenté plusieurs fois, doctorant en sociologie. Et je vais prolonger la partie éthique en présentant un cours que j'ai mené pendant 2 ans avec les I2, une certaine partie des I2, pas tous, en sous-groupe, dont l'objectif, c'est un cours en éthique, l'objectif c'était de créer une charte pour et par les étudiants sur l'utilisation de ChatGPT. Donc, Charlie en a parlé rapidement. Ça vous aura pas échappé, mais l'introduction de ChatGPT dans le système éducatif, ça a été le sujet de nombreuses controverses sociales. Ça a fait beaucoup de discussions, d'où l'intérêt de cette journée aujourd'hui. Et ces discussions-là, elles sont pas nouvelles. C'est des discussions qui, sur les nouvelles technologies, ont lieu depuis des dizaines, vingtaines, trentaines d'années. Je prends l'exemple bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais il y a des articles scientifiques sur les controverses autour de l'usage de la calculatrice en mathématiques, sur l'usage de Wikipédia, sur les MOOC, etc. Et de nombreuses technologies ont soulevé un peu les mêmes débats. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus de médias et de communication beaucoup plus directes, donc les débats sont un peu plus vifs. Et sur les controverses de ChatGPT, par exemple, il y avait eu des interdictions dans certains établissements scolaires comme Sciences Po en France ou les écoles publiques de New York ou encore l'université de Bangalore en Inde. Il y en a plein d'autres, mais aussi dans certains pays comme la Russie, l'Italie, la Chine. Bon, il y a plein de débats à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait concrètement pour interdire ChatGPT à l'échelle d'un pays, mais bon, je ne les éclairerai pas ici. Et donc, malgré ces controverses, il reste toujours quand même de nombreuses initiatives qui se multiplient de plus en plus pour essayer d'intégrer ChatGPT de manière un peu plus harmonieuse en classe, sans friction, en gardant des débats, parce que le débat est salvateur, mais en évitant le conflit
outre mesure. Euh, hop, ah, voilà. Donc, premier exemple, c'est Antonio Cassilis, c'est un professeur franco-italien de sociologie à Télécom Paris. Lui, ça fait 30 ans qu'il donne cours et en 30 ans, il a vu passer, il est spécialiste des nouvelles technologies, donc forcément, c'est un sujet qu'il a questionné. Et en 30 ans, il a vu passer dans ses enseignements l'arrivée du développement massif d'Internet dans tous les foyers, de Wikipédia, des MOOC, de Zoom, etc. Tout un tas de nouvelles technologies. Et à chaque fois, il a eu la même démarche un peu face au discours un peu alarmiste et catastrophiste. C'est essayer de créer des exercices en cours pour que les étudiants réfléchissent à leurs usages et se rendre compte à la fois des potentiels bénéfices de l'outil, mais aussi surtout de ses limites, pour éviter d'en faire des usages néfastes pour leur propre apprentissage ou autre. Et donc là, l'exemple qu'il donnait là, c'était un cours de 1 heure dans lequel les étudiants devaient d'abord, avec le minimum de prompt possible, restituer un cours qui leur avait donné la séance précédente sur la socialisation. Donc les étudiants devaient vraiment avoir bien intériorisé tout ce qui avait été transmis aux étudiants la semaine précédente pour pouvoir le restituer. Et ensuite, ils devaient demander à ChatGPT de générer un certain nombre enfin, de leur donner un certain nombre de références bibliographiques sur ce sujet-là et d'essayer de vérifier si ces références-là étaient vraies ou non. Et dans la plupart des cas, on était en début 2023, donc il n'y avait pas autant de progrès que maintenant, mais dans la plupart des cas, les références étaient totalement fausses. Ça leur a permis de se rendre compte, évidemment, qu'il y a des limites à ChatGPT. Un deuxième enseignant, lui, aux États-Unis, à l'Université de Pennsylvanie, c'est Ethan Mollick. C'est un peu devenu une très grosse référence sur ce sujet-là, sur l'usage de l'IA dans l'éducation. Lui, il a obligé carrément ses étudiants à utiliser ChatGPT dans ses cours. Mais ce qu'il a fait, c'est que pour éviter que ça parte dans tous les sens, il aura proposé un texte à discuter. Donc, c'est la charte que je vous ai mis là en la traduisant. Vous aurez les slides plus tard, il me semble. Avec tout un ensemble de recommandations sur comment l'utiliser enfin, pour assurer un bon apprentissage. Et donc, j'en viens à mon cours, parce que ces expérimentations-là m'ont amené à l'idéation de mon cours en fin 2022, bah, à la sortie de ChatGPT. Euh, sur 2 ans, donc, j'ai pu diriger 3 groupes qui devaient construire des chartes. 2 groupes il y a 2 ans et un groupe l'année dernière. Je vois un rescapé dans la salle du groupe de l'année dernière. Et donc, le déroulement classique du cours, c'était 3 premières séances dans lesquelles je leur donnais des bases un peu sur l'histoire de l'intelligence artificielle, sur qu'est-ce que c'est qu'une charte, comment on en construit une, etc. Et les séances suivantes, c'était des séances de rédaction de la charte où ils étaient en sous-groupe, chacun s'occupait d'une partie de la charte. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était pas vraiment le résultat. Enfin, c'était intéressant pour eux de voir le résultat de leur réflexion. Mais ce qui était surtout intéressant dans le cadre de ce dispositif de cours, c'était de leur apporter une réflexivité socio-technique dans le sens à la fois technique, donc comment ça fonctionne, quelles sont les limites, quels sont les avantages, comment l'utiliser, etc., mais aussi social, donc quels sont ses impacts sociaux, qui a créé cet outil, quels sont les enjeux géopolitiques, sociaux, etc. Une démarche qui est très intéressante et que vous pouvez appliquer, enfin que les étudiants qui étaient dans mon cours peuvent appliquer après sur n'importe quelle technologie, ce qui est plutôt intéressant quand on est ingénieur. Hop, j'ai sauté une slide. Donc ça, c'est une slide de résultats parce qu'à la fin, ils avaient une restitution d'un des groupes qui ont rédigé une charte. Comme il y avait 3 groupes, il y a 3 chartes différentes. Là, vous pouvez voir les chartes. Bon, désolé pour celui de l'année dernière, j'ai pas encore eu le temps de faire la page de la dernière charte. Donc là, vous aurez que 2 chartes. Et vous pouvez voir là, par exemple, sur le groupe dont j'ai mis la slide en exemple, qui avait des réflexions notamment sur ChatGPT ne doit pas être utilisé pour tricher. Bon, alors, faut pas être un génie pour affirmer ça. Mais ce qui était intéressant, c'était le paragraphe derrière dans lequel il posait des réflexions sur qu'est-ce que c'est tricher, quels sont les pactes un peu formels et informels qu'on noue avec l'enseignant en classe, et qu'est-ce que l'enseignant considère comme de la triche, parce qu'il y a énormément d'informels, évidemment, dans la triche.
Quels sont les risques qu'on encourt quand on triche, en général, avec ou sans IA. Tout un tas de réflexions qui peut-être pourraient vous intéresser. Après, des réflexions aussi sur le fait que ChatGPT peut être utilisé comme un outil. Alors, pour la recherche, c'est pas une base de données, mais voilà, vous pouvez quand même vous en servir pour dégrossir un sujet sur lequel vous avez aucune base et ensuite approfondir avec des articles scientifiques ou autres articles dans lesquels vous donnerez vos références. Et alors, c'est pas du tout aussi technique que ce qu'a pu vous dire Philippe ou Rabi précédemment sur l'usage de l'IA, mais il donne quelques recommandations pour l'utiliser, notamment des éléments de contexte, etc. L'idée aussi très importante que lorsque vous utilisez des prompts, des textes donnés par ChatGPT, vous êtes responsable de la manière dont vous les utilisez. Donc, si vous avez une erreur, bah, c'est vous qui êtes responsable. C'est élémentaire, mais beaucoup de profs voient l'argument de «Ah, mais désolé, j'ai utilisé ChatGPT, c'est pas moi», etc. Il y a aussi l'argument de la confidentialité des données a répété Charlie, mais l'idée que ChatGPT collecte vos données. Il y avait l'exemple chez Samsung, je crois, où ils ont dû interdire l'usage de ChatGPT parce que notamment pour produire des codes, ils utilisaient ChatGPT. Sauf que derrière OpenAI, il y a Microsoft. Et donc Microsoft pouvait voir les codes de Samsung, etc. Bon, dans les faits, on ne sait pas exactement comment utiliser ces données-là, mais à minima, ils les utilisent pour entraîner leur modèle. Alors, utiliser ChatGPT de manière raisonnée, c'était l'idée de d'abord ne pas l'utiliser de manière intempestive, réfléchir avant, est-ce que ça répond vraiment à mon usage? Est-ce que je ne peux pas réfléchir moi-même, faire l'exercice avant de l'utiliser, ou si je l'utilise, comment je l'utilise pour mieux apprendre? Mais aussi l'idée, à l'époque, c'était par exemple, ChatGPT venait de sortir et il y avait beaucoup de coupures de réseau parce il y avait une saturation des usages de ChatGPT. Et peut-être se dire que notre usage en tant qu'étudiant, des fois, est peut-être moins pertinent que des usages pour la recherche ou autre sur ChatGPT. Et aussi des réflexions sur l'impact écologique de l'IA. Est-ce qu'il est vraiment pertinent d'utiliser ChatGPT pour des petites questions d'exercice dans la mesure où il y a un impact écologique? Charlie l'a plus détaillé. Et enfin, une réflexion dans ce groupe-là sur comment concilier les valeurs de l'ICAM que vous connaissez tous par cœur, évidemment, confiance, solidarité, réussite collective, etc. Il y en a sept, vous vous en rappelez, avec l'usage de ChatGPT. Évidemment, ça a donné un texte précis, mais on aurait pu avoir plein de types de chartes différentes. Et donc, si je me focalise un peu plus sur l'usage de ChatGPT tout au long de ce cours-là, parce que eux ont pu voir comment les enseignants percevaient l'usage de ChatGPT par les professeurs, par la discussion avec moi, mais aussi par des discussions entre professeurs dont j'ai pu leur rendre compte. Mais moi aussi, je pouvais voir directement leurs usages et voir comment ils évoluaient. Et donc, alors c'était un peu moins le cas en 2023, mais notamment en 2022, et aussi parce qu'on avait plus de temps de cours, des séances de 2 heures au lieu d'1 heure. J'ai pu voir dans le premier temps, puisque ChatGPT venait de sortir, que leur usage était très pauvre dans un premier temps, et que souvent ils se limitaient à une seule itération et qu'ils copiaient ça dans la charte, voilà, comme, un peu comme acquis, quoi. Que ensuite, bah, face au défi de la charte et face à ma confrontation du texte, je leur disais que c'était pas suffisant, qu'on peut aller plus loin. Ils ont un peu développé une montée en compétences sur ChatGPT. D'abord, remettre en question le texte généré, mais aussi essayer de générer des textes toujours plus intéressants. Et surtout, le point le plus intéressant, c'est que progressivement, ils ont commencé à se détacher de ChatGPT, l'utiliser de moins en moins, parce qu'ils se sont rendus compte que ça suffisait pas et que le réel point important, c'était de comprendre les attendus méthodologiques du cours, donc la rédaction de la charte, et que c'était un long texte à rédiger duquel il fallait confronter les différents points de vue, à la fois le débat en classe, des articles journalistiques, des articles scientifiques, etc. Et que donc la réponse de ChatGPT n'était pas suffisante. C'est un travail rigoureux et un usage superficiel de ChatGPT n'est pas suffisant. Et donc éventuellement, pour donner suite à ces dispositifs-là, je ne pense pas que je referai ce cours-là, mais mettre en discussion les chartes qui ont été créées par les étudiants avec d'autres enseignants, et aussi éventuellement faire des entretiens avec des étudiants que j'ai eu dans ces cours-là
pour voir comment leurs usages ont évolué, toute proportion gardée, parce qu'évidemment, leur discours sur la manière dont ils utilisent ChatGPT ne reflète pas forcément leur utilisation réelle de ChatGPT. Il y a toujours un décalage entre le discours et la pratique. Voilà. Merci.